Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont tels sont les principaux faits. Retour du chef de l'État après sa participation au 29e sommet des dirigeants, des rois et des chefs d'État des pays membres de la Ligue arabe. Également dans l'actualité de ce 15 heures en Syrie, plusieurs missiles s'abattent près de Homs, les enquêteurs de l'OIAC attendus à Douma. C'était le sommaire, bienvenue à tous. Le chef de l'État Ismaïl Omar Guelleh a regagné hier soir la capitale après sa participation au 29e sommet des rois, des chefs d'État et de gouvernement des pays membres de la Ligue arabe. L'événement a vu la participation d'autres dirigeants du monde et des personnalités représentatives de la scène internationale, dont le secrétaire général de la Ligue arabe, le secrétaire général des Nations unies, le président de la Commission de l'Union africaine, le commissaire en charge de la politique étrangère de l'Union européenne, le secrétaire général de l'OCI, l'Organisation de la coopération islamique et le président du Parlement arabe. Lors de ce sommet, les dirigeants du monde arabe ont discuté des voies et moyens devant renforcer l'action arabe commune pour mieux relever les défis et menaces qui pèsent sur la région, notamment les ingérences de l'Iran, le conflit israélo-arabe et l'avenir de Jérusalem en toile de fond, les derniers développements des situations en Syrie, Libye, en Somalie ou au Yémen. Les rois et chefs d'État ont également abordé le processus de paix au Soudan ainsi que les conditions d'une riposte concertée et efficace face au terrorisme et l'extrémisme. Dans son intervention lors de ce sommet, le chef de l'État Ismaïl Omar Guelleh a plaidé autant que se père pour que la question palestinienne reste au centre des préoccupations du monde arabe et a appelé la création d'un État palestinien sur les terres de 1967 avec Jérusalem-Est comme capitale. Le président Guelleh a également donc eu des entretiens en marge de ce sommet. Ahmed Hamad est avec nous pour nous en parler de ces rencontres. Effectivement, Ali, le président de la République donc a rencontré en marge de ce sommet le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mohammed bin Salman bin Abdelaziz Al Saoud, le chef de l'État et le prince saoudien Ali donc ont discuté des relations fraternelles et de la coopération entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la République de Djibouti, surtout dans le domaine militaire. Rappelons que le numéro 1 djiboutien a par la suite donc pris part à la cérémonie de clôture donc de l'exercice conjoint baptisé donc au bouclier du Golfe, organisé en Arabie Saoudite avec la participation des forces et contrôleurs de 23 pays dont la République de Djibouti. Ali. Et justement donc ces exercices militaires Ahmad sont déroulés un mois durant, donc ont été organisés par le ministère saoudien de la Défense. Ces exercices militaires alliés effectivement qui se sont déroulés durant un mois ont été donc organisés par le ministère de la Défense, des forces aériennes, terrestres et navales de 24 pays, le roi Salman bin Abdelaziz étant le chef suprême des forces militaires saoudiennes. De nombreux dirigeants arabes ont participé donc qui ont participé au 29e sommet de la Ligue arabe, mais également d'autres leaders du monde musulman, Ali, dont le président tchadien Idriss Déby Itno, le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, le premier ministre du Pakistan, le prince héritier des Émirats arabes unis, Mohammed Ben Zayed, ont suivi la fin de ces manœuvres. Cette initiative, donc d'une grande ampleur, reflète la volonté des dirigeants saoudiens à accorder à la coopération et la coordination militaire toute l'attention nécessaire visant à élever le niveau de préparation des forces des pays musulmans alliés à faire face à toute menace afin d'assurer la sécurité et la stabilité de la région et les zones conflictuelles. Le porte-parole officiel de l'exercice au bouclier du Golfe 1, le général de brigade Abdallah Ben Hussein, a indiqué lors d'une conférence de presse que les manœuvres visent à préserver la sécurité et de la stabilité dans la région. Selon le général de brigade Abdallah Ben Hussein, les capacités d'intervention militaire conjointes et coordonnées ont été renforcées, Ali. Et au cours de ce déplacement en Arabie Saoudite, le chef de l'État Ismaïl Omar Guelleh était accompagné donc d'une forte délégation.
Autre actualité de ce 15h, le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamed Abdelghadel Moussahilim, a présidé aujourd'hui au camp de Doralé la cérémonie de clôture d'une série de formations destinées au profit des agents de la garde-côte djiboutienne. Ces différentes formations réparties comme suite consistaient à renforcer la capacité opérationnelle de l'institution, formation de certificats militaires élémentaires pour 26 agents, formation de navigation de base pour 30 agents, formation de Kung Fu pour l'unité spéciale commando pour 51 agents, formation de plongée pour 12 agents. Cet événement a regroupé plusieurs hautes personnalités du gouvernement et des officiers et des sous-officiers des différents corps de l'État, ainsi que les forces étrangères installées à Djibouti. Cette série de formations avait pour concept donc le renforcement des compétences et les aptitudes des personnes de l'institution. Eh bien, elles sont le reflet et la volonté du commandant de la garde-côte de toujours améliorer les capacités des agents sur le terrain et leur savoir-faire dans des conditions extrêmes. Je vous propose de le suivre. C'est avec un grand plaisir que je tiens à vous accueillir pour cette cérémonie de clôture dédiée à la fin d'une série de formations dont ont profité les personnels de la garde-côte djiboutienne. Notre institution poursuit sans relâche son objectif de se doter d'un programme d'instruction performant, autonome et de haute qualité afin de renforcer en continu les aptitudes des personnels et leur permettre d'exécuter leur mission dans les meilleures conditions sur le terrain. Il est important de souligner que ces formations ont été accomplies en système interne et autonome par les instructeurs de la garde-côte djiboutienne. Les formations dont nous célébrons la clôture de ce matin avec votre présence, Excellence, sont les suivantes. En premier lieu, une formation sur la navigation des bases et le pilotage des bateaux au requis de l'institution. Cette formation s'inscrit dans la continuité des formations sur la navigation des moyens et petits bateaux dispensés depuis 6 ans par les gardes-côtes djiboutiennes au profit de ces personnels et dont ont profité à ce jour près de 120 jeunes recrues. La formation portant sur les techniques des arts martiaux, plus particulièrement de Kung Fu Wushu, délivrée spécifiquement aux membres de l'unité spéciale de lutte contre le terrorisme et la piraterie maritime de la garde-côte djiboutienne. Cette formation inclut aussi l'apprentissage de techniques de sécurité pour la protection de hautes autorités. La deuxième rotation du stage fut sur l'obtention de certificats militaires élémentaires, dont le but principal est de former des chefs d'équipe compétentes, professionnels, dont ont bénéficié en total 26 agents. Et pour sa part, le ministre de l'Équipement et des Transports a indiqué que cette formation des personnels est un pilier majeur du développement de la garde-côte djiboutienne. Il a indiqué que la preuve en est les ressources matérielles et humaines mises à disposition pour atteindre donc les objectifs visant à accroître le personnel et le potentiel intellectuel des personnels de la garde-côte. C'est avec fierté que j'observe les progrès remarquables accomplis par la garde-côte djiboutienne qui a mis en place un programme de formation dans le but de doter ces personnels des connaissances nécessaires à la bonne exécution des missions qui leur sont dévolues. La formation des professionnels est un pilier majeur pour le renforcement des capacités et le développement de la garde-côte djiboutienne. La preuve en est les ressources matérielles et humaines mises à la disposition pour atteindre les objectifs visant à accroître le potentiel intellectuel, physique de ces personnels de la garde-côte djiboutienne. Les différentes formations dont nous célébrons la clôture ce jour couvrent des domaines variés, tels que la formation militaire CME, les techniques des arts martiaux, la navigation de base, la plongée sous-marine. Chacune de ces formations répond à un besoin spécifique. Il est aussi important de souligner que ces formations ont été complètement menées en interne par la garde-côte djiboutienne qui a atteint sa maturité
et son autonomie, nécessaire pour prendre en charge un programme de formation de qualité adapté aux besoins spécifiques de cette institution. Je tiens personnellement à saluer le colonel Waïs Omar Bagouré, commandant de la garde-côte djiboutienne, qui a toujours mis en avance l'importance de former ses personnels afin d'accroître les qualités de tâches qu'ils accomplissent et disposer d'hommes et de femmes capables de répondre à toutes les exigences du métier de la mer. Je tiens aussi à féliciter les instructeurs de la garde-côte et les experts locaux qui sont intervenus durant ces formations et qui ont avec professionnalisme et abnégation transmis leur savoir et leurs connaissances et leurs expériences aux stagiaires. La cérémonie s'est clôturée par la remise des galons et des certificats de réussite aux stagiaires qui ont participé à ces formations. Les formations donc ont été les suivantes. En premier lieu, une formation sur la navigation de base et le matelotage offerte aux jeunes recrues de l'institution. Cette formation s'inscrit donc dans la continuité des formations sur la navigation dispensées depuis donc le 6 ans par la garde-côte djiboutienne au profit de ses personnels et dont ont profité donc à ce jour à près de 120 agents. La formation portant sur les techniques des arts martiaux, plus particulièrement le Kung Fu Wushu, donc est délivrée spécifiquement aux membres de l'unité spéciale et de lutte contre le terrorisme, et la piraterie maritime de la garde-côte djiboutienne. Cette formation inclut également l'apprentissage des techniques de sécurité pour les hautes personnalités ou les personnalités donc les very important personali. La deuxième rotation du stage visant l'obtention du certificat militaire élémentaire, le CME, dont le but principal est de former des chefs d'équipe compétents et professionnels et dont ont bénéficié un total de 26 agents qui fait suite à la première rotation de ce même type de formation qu'ont bénéficié 44 agents. Et finalement, une formation sur la base du plongée sous-marine délivrée à 12 jeunes membres du service de recherche sauvetage. Ils vont rejoindre une équipe de 12 autres plongeurs formés à cet effet en 2016. Dans le reste de l'actualité, avec cette cérémonie de remise de certificats dans le cadre d'un projet favorisant l'emploi des jeunes qui s'est déroulé ce matin à l'ANEFIP, l'Institut national d'administration publique et d'insertion professionnelle. Cette cérémonie clôture un stage de formation qui a duré presque 3 semaines et qui a intéressé quelques 90 jeunes demandeurs d'emploi. Le stage de formation a été financé par l'USAID avec la collaboration du Centre pour l'éducation et le développement. La cérémonie de fin de formation a été présidée par le secrétaire général du ministère de l'Emploi chargé de la réforme de l'administration, Abdallah Ali Mohamed. Cette initiative vise à mieux préparer les jeunes demandeurs d'un premier emploi et leur insertion sur le marché du travail. Expérience et aussi votre joie avec les participants. Et maintenant, le défi pour tous les participants et tous les participantes, c'est de trouver un emploi. Voilà. Et vous avez appris beaucoup de choses importantes pendant cet atelier. Et maintenant, c'est à vous d'appliquer les leçons que vous avez apprises dans la recherche de travail ici à Djibouti. Écoutons à présent le secrétaire général du ministère de l'Emploi chargé de la réforme de l'administration, Abdallah Ali Mohamed. Chers participants, je souhaite la bienvenue aux honorables invités ici présents à cette cérémonie de clôture de cette session de formation, ainsi qu'à toutes et à tous les 90 jeunes filles et garçons qui ont pris part à ce module qui vise le renforcement des capacités pour l'insertion professionnelle, dispensé dans le cadre du projet d'employabilité de la main-d'œuvre djiboutienne financé par l'USAID. Cette formation, intitulée Compétences de base de l'employabilité et de l'entrepreneuriat, dans sa phase initiale, a déjà été proposée aux jeunes des régions et des communes de la ville de Djibouti
par nos partenaires EDC qui exécutent le projet PED en accompagnement du processus d'implantation et de décentralisation des antennes de l'ANIFIP dans les régions. Elle permettra aux jeunes de bénéficier des connaissances les plus actuelles dont ils ont besoin pour mener leur projet professionnel. L'insertion professionnelle est l'objectif unique et unifiant de tout jeune demandeur d'emploi. À cet effet, il doit être outillé et accompagné pour affronter les turbulences du marché du travail. Dans le reste de l'actualité, le secrétaire d'État chargé des affaires sociales a lancé hier à l'UNFD, l'Union nationale des femmes djiboutiennes, une campagne de sensibilisation pour la promotion et la protection des personnes à besoins spéciaux, conformément à une loi adoptée en ce sens. Des jeunes devront sillonner la capitale et les autres villes du pays pour évaluer la situation de ces personnes. La séance d'information sur cette initiative s'est déroulée en présence de la secrétaire d'État chargée des affaires sociales par intérim, le secrétaire général de l'UNFD, Fatouma Moussa, le président de l'association Handicap, Idriss Moumine, et le conseiller technique du président en matière d'handicap de Al Saïd Mahmoud. Approuvée par le gouvernement en octobre 2017, la loi en faveur des personnes à besoins spécifiques vise à assurer une protection et une intégration sociale de ces personnes. Les handicapés devront bénéficier des mêmes droits que les autres. La secrétaire générale par intérim du ministère des Affaires sociales, Amina Ahmad, s'est félicitée du lancement de cette campagne qui vise donc à sensibiliser sur le texte de loi relatif à la promotion et à la protection des personnes à besoins spéciaux. Quant à la secrétaire générale de l'UNFD, Mme Fatouma Moussa, elle s'est dit donc fière d'avoir lancé cette campagne, prenant donc en charge des personnes handicapées. L'ambition est louable, a-t-elle indiqué, mais elle n'a de sens que si les différentes composantes de la communauté nationale djiboutienne sont en mesure de s'approprier les grandes lignes du cadre juridique en vigueur dans ce domaine. C'est l'heure de l'appel à la prière à la Asr. Je vous retrouve dans quelques instants. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Autre actualité nationale, dans le cadre des préparatifs de la 11e édition du CG aussi, la Fédération djiboutienne de tennis de table a organisé un stage bloqué à Arta pendant la période de vacances scolaires de ce mois d'avril. Ce stage de formation intervient à quelques jours du lancement du CG aussi et elle a pour objectif donc de renforcer les capacités des jeunes joueurs qui participeront à cette 11e édition de ces Jeux. Rappelons que la Fédération djiboutienne de tennis de table a mis en place ce dernier jour des entraînements intenses qui se déroulent donc au sein du stade Goulet et ce en préparation donc de ce jeu du CGSOI. Nous sommes aujourd'hui ici dans la grande salle du stade Hassan Goulet pour les derniers préparatifs des tennis de table pour nos jeunes qui vont participer au 11e jeu des CJSOI qui se dérouleront dans notre pays. Les entraînements pour notre fédération ont commencé depuis février, les vacances de février, et ça a continué tout depuis jusqu'à maintenant. Donc les préparatifs se déroulent très bien, grâce à l'appui du secrétariat d'État à la jeunesse au sport et grâce aux efforts de tous les membres de la fédération, que ce soit à leur tête le président de la fédération. Dans la chasse aux trafiquants de tous bords, hier dans l'après-midi, la brigade de douane de la région d'Ali Sabié, en collaboration avec l'armée, ont intercepté une quantité de sacs de kats dans les montagnes de la région. À Sadjoug, la cargaison donc saisie était composée de 18 colis de 7000 paquets et 15 kilos de kats par l'équipe de douane et l'escadron de sécurité de l'armée qui ont procédé donc à la destruction de cette marchandise en la présence du chef de la brigade de douane de la région, Idriss Ahmed Boulhan. De là, nous passons à ce qui fait donc la une à travers le monde, aux États-Unis et Japon, qui sont à la recherche d'un consensus sur la Corée du Nord, n'est-ce pas Fardous? Et oui, Ali, donc consensus qui a amené le Premier ministre japonais Shinzo Abe à entamer donc aux États-Unis des discussions de 2 jours avec le président américain qui seront dominés par la question nucléaire nord-coréenne. Donald Trump, Ali, a forgé des liens étroits avec Shinzo Abe. Dès son entrée en fonction en janvier 2017, les deux hommes ont tissé des liens en disputant donc de multiples parties de golf lors des dernières visites de Shinzo Abe en Floride l'an dernier et pendant la visite de Donald Trump à Tokyo en novembre. La question de l'armement nucléaire nord-coréen sera au centre des discussions entre les deux dirigeants avant le sommet prévu fin mai au début juin entre Donald Trump, dirigeant donc, et le dirigeant nord-coréen dans un lieu qui reste à déterminer. Le Japon ne veut pas donc d'un accord par lequel Pyongyang abandonnerait ses seuls missiles balistiques de longue portée capables d'atteindre les États-Unis, mais maintiendrait ces missiles de courte portée qui menacent le Japon. Et cette fois, la Syrie qui intercepte également des missiles près de Homs, les enquêteurs de l'OIAC, Fardous, attendus à Douma. Et donc, selon l'agence officielle syrienne, Ali, qui a affirmé que ces missiles avaient été interceptés par la défense aérienne du pays, donc 3 jours après des frappes occidentales menées en représailles à une attaque chimique présumée qui fait l'objet d'une enquête de l'Organisation internationale pour donc l'interdiction des armes chimiques dont les enquêteurs sont attendus demain à Douma. Le Pentagone a démenti l'information, indiquant sèchement qu'il n'y avait aucune activité militaire américaine actuellement en Syrie et qu'il n'y avait pas, donc qu'il n'y avait rien à ajouter. Ce n'est pas donc une surprise puisque les Américains répètent depuis vendredi que leur implication sur le terrain ne change pas. Les frappes menées avec la France et le Royaume-Uni étaient uniques, précises en réponse à l'utilisation des armes chimiques par Damas.
Après ce démenti indirect du Pentagone, les regards se tournent vers Israël, surtout qu'une activité inhabituelle d'aviation israélienne dans le ciel libanais a été confirmée lundi soir. Et aux États-Unis, les renforts militaires promis par le président américain Donald Trump à la frontière avec le Mexique ont été refusés par la Californie. Et oui, le Californie a refusé les renforts militaires promis par le président Donald Trump à la frontière avec le Mexique, jugeant que les missions que les autorités fédérales voulaient leur confier ne correspondaient pas à ces critères, a indiqué un haut responsable des douanes. Le gouverneur de la Californie, Jerry Brown, qui affronte régulièrement l'administration Trump sur les questions d'immigration, a fait savoir la semaine dernière qu'il n'accepterait le déploiement de 400 militaires en Californie que s'ils combattaient la criminalité transnationale. Lundi, donc hier, quelques 960 militaires avaient déjà été déployés avec cette frontière mexicaine, 250 en Arizona, 60 au Nouveau-Mexique et 650 au Texas. Restons dans l'Amérique avec la Colombie et l'assassinat des journalistes équatoriens qui menacent le processus de paix. 3 assassinats en Équateur et l'Équateur et la Colombie sont encore sous le choc de l'assassinat de 2 journalistes équatoriens et de leur chauffeur. Les 3 hommes avaient été enlevés le 26 mars par un groupe d'ex-guerrilleros colombiens qui opèrent à la frontière entre les 2 pays à Bogota. Le triple assassinat constitue une menace pour le processus de paix. Donc les Colombiens, eux, savent d'expérience, Ali, qu'il n'est pas facile de déloger des guerrilleros ou d'ex-guerrilleros de la jungle, mais la droite colombienne, qui n'a cessé de critiquer la politique de paix du président Santos, voit dans ce triple assassinat la preuve de l'échec de cette politique de paix. L'ex-président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva, Fardous favori pour la présidentielle d'octobre, s'est dit serein mais indigné d'être emprisonné. L'ex-président, comme vous le dites, Lula, a écrit son premier message public depuis sa cellule dans une lettre transmise par ses avocats. Le favori pour la présidence d'octobre se dit serein mais indigné d'être emprisonné. Selon lui, donc à tort, saluant ainsi la mobilisation de ses partisans. Lula, qui a dirigé le Brésil de 2003 à 2010, a été condamné, rappelons-le, à plus de 12 ans de prison pour corruption passive et blanchiment d'argent et est incarcéré depuis le 7 avril met en défi le juge Sergio Moro d'être et son équipe d'anticorruption de prouver les crimes qu'il avait commis. Sergio Moro, rappelons-le, est un magistrat de première instance qui a condamné Lula. Il est devenu ainsi un symbole de la lutte contre la corruption pour beaucoup de Brésiliens, mais reste la cible d'attaque de partisans de l'ex-président Lula. Merci Fardous Hussein et merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.